Merci Madame la vice-présidente pour votre invitation et puis merci à Région de France de manière générale. Merci chère Sophie, je suis très heureuse de te retrouver ce matin et j'étais en effet dans le département de la Manche hier pour lancer cette semaine de mobilisation sur la question de l'égalité. On a parlé notamment de l'entrepreneuriat, donc je ne peux que partager tes mots sur la question de l'accès aux prêts bancaires. C'est une discussion que j'ai avec la Fédération bancaire française notamment parce qu'on voit bien l'écart sur la capacité d'accès aux prêts et puis sur les montants aussi qui sont octroyés qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je salue évidemment la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, chère Dominique Vérien, qui a porté un plan extrêmement ambitieux sur la lutte contre les violences, qui est le plan Rouge Vif que nous sommes en train de déployer sous son impulsion. Et puis je vous salue évidemment toutes et tous. Je crois que la mobilisation, en effet, des régions, elle est essentielle parce que vous êtes d'abord des acteurs qui sont des acteurs de proximité au cœur des territoires et notamment parce que c'est là que se joue la question, évidemment, de l'égalité dans le quotidien. Parce que c'est ça, ce sur quoi nous sommes attendus. Qu'est-ce qui change dans le quotidien des Françaises et des Français, dans nos politiques publiques. Et je veux aussi remercier, évidemment, Eurogroupe pour cette étude inédite qui permet aussi de mettre en valeur, comme vous le disiez, des éléments concrets qui sont portés justement dans nos territoires et qui peuvent peut-être inspirer des politiques publiques, soit nationales, soit territoriales. Mais ce que nous combattons, je crois sincèrement, ce ne sont pas uniquement les inégalités, c'est ce que j'appelle l'indifférence. L'indifférence face aux écarts de salaire qui persistent, l'indifférence face aux préjugés sexistes qui enferment les femmes et les hommes dans des rôles préétablis et qui limitent aussi les ambitions, l'indifférence face aux stéréotypes qui orientent nos enfants, petites filles et petits garçons, vers des filières différentes et dès le plus jeune âge, fermant la porte aux carrières qu'ils ont envie de choisir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. L'indifférence face aux opportunités professionnelles qui échappent encore trop souvent aux femmes. L'indifférence, vous l'avez dit, vous avez raison, face aux violences sexistes et sexuelles que notre société a trop longtemps refusé de voir. Et je crois que cette indifférence, elle est évidemment un poison. Elle est un poison parce qu'elle ralentit les avancées, qu'elle nourrit le statu quo et qu'elle légitime ce qui devrait à tous nous apparaître comme étant inacceptable. Et mon rôle et notre rôle à tous, c'est justement de lutter contre cette indifférence qui malheureusement grandit, cette indifférence qui se nourrit d'individualisme et qui voudrait que l'on agisse uniquement et seulement si l'on est soi-même concerné. Notre rôle, c'est de mettre l'égalité au cœur de toutes les décisions, de toutes les politiques publiques et donc de tous les actes du quotidien. Parce que l'égalité, c'est d'abord, vous l'avez dit là aussi, un projet de société. L'égalité entre les femmes et les hommes ne doit jamais être perçue ni comme une menace pour certains, ni comme une contrainte par d'autres, mais bien comme une force. C'est ce que démontre votre étude, un levier d'innovation, de performance économique et une condition aussi évidemment du progrès et de la cohésion sociale de notre pays. Et toutes les études le montrent. Les entreprises, les collectivités, les organisations qui font ce choix, qui investissent dans l'égalité, sont plus efficaces, plus attractives, plus résilientes. Face au mouvement que vous avez décrit de backlash, notamment aux États-Unis, nous mesurons, à contrario, et tristement sans doute, eh bien, la dégradation qu'il y aura dans ces entreprises, non pas juste de climat social, mais aussi sans doute de réussite et de performance économique qui les attendent en finalement balayant d'un trait de plume toutes les politiques de diversité et d'inclusion qu'elles ont menées. Et en tant moi-même que conseillère régionale, puisque j'ai la chance d'être conseillère régionale en Île-de-France, je sais évidemment le rôle des régions qui sont résolument engagées à travers leur propre politique RH pour l'égalité réelle, parce que les régions sont d'abord des employeurs et parce que vous avez près de 100 000 agents, dont près de 60% de femmes, justement. Et l'exemplarité doit évidemment être la règle, vous l'avez dit, avant de voter des principes pour les autres, encore faut-il se les appliquer à soi-même et en faire la démonstration au quotidien. Cela signifie des plans d'égalité professionnelle ambitieux, un suivi précis des écarts de rémunération, parce qu'on ne corrige que ce que l'on connaît et ce que l'on mesure, une véritable transparence sur les carrières, notamment grâce à l'index égalité professionnelle qui a enfin été étendu
aux 3 fonctions publiques, et donc évidemment la fonction publique territoriale. Cela signifie favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité. On le voit aussi d'ailleurs dans les postes de vice-président et de vice-présidente, et dans la manière avec laquelle parfois il reste un peu trop genré à mon goût, de manière à garantir que les femmes soient partout, et partout où les décisions se prennent, et là où se construisent des politiques publiques. Parce que les régions, elles ont un double rôle à jouer, en étant d'abord les actrices clés de la transformation économique de nos territoires, puisque c'est la politique publique principale qui est celle des régions et sur lesquelles le levier est quand même, à mon avis, le plus significatif. La gestion des budgets aussi, le pilotage des formations sont des moteurs de l'attractivité de nos territoires. Et je crois beaucoup à un levier puissant à travers les clauses d'égalité qui peuvent exister dans les marchés publics. Et je crois que nous partageons cette conviction que l'argent public ne doit évidemment jamais financer ou favoriser de quelconques inégalités. Et qu'il s'agisse d'administrations ou d'établissements publics, d'entreprises ou d'associations, les organisations doivent continuer à créer des conditions favorables à la réussite de la carrière des femmes et tout au long de leur vie. L'un des enjeux majeurs est de mieux articuler les temps de vie afin que la parentalité, qui repose encore bien trop souvent sur les femmes, ne freine plus leur progression. Et là encore, quand on fait avancer cette cause sur la question de la parentalité, on fait progresser l'ensemble de celles et ceux qui travaillent au sein de nos organisations, puisqu'on fait évidemment aussi progresser la question des hommes. Regardez la question du congé paternité qui aujourd'hui ne fait plus débat, alors que quand il avait été créé, on se souvient des critiques qui avaient été adossées immédiatement à cette création. Aujourd'hui, un peu plus de 70% des hommes y ont recours, mais là encore des écarts persiste derrière ce chiffre un peu favorable, mais peut-être un peu trompeur. Plus on est cadre et plus on a recours au congé paternité, plus on est ouvrier et employé, moins on l'utilise parce que, encore une fois, on a parfois des visions stéréotypées qui persistent. Cela passe aussi par des mesures adaptées à la fois dans les politiques publiques et au sein des organisations, justement pour garantir cet équilibre entre travail et vie personnelle. C'est pour cela que j'ai relancé cette idée de l'instauration d'un congé de naissance après les congés de maternité et de paternité pour que, j'allais dire, la présomption de parentalité ne pèse plus que sur les femmes et qu'on ne se dise pas uniquement en tant qu'employeur, si j'emploie une femme entre 25 et 40 ans, ça veut donc dire qu'elle va s'arrêter, mais que la même question puisse se poser pour un homme. C'est un droit nouveau, ce serait une liberté nouvelle aussi. Ce serait bon pour nos enfants, dans le cadre des 1000 premiers jours de la vie de nos enfants, ce serait bon pour les parents et ce serait bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque nous le voyons, le premier frein à la progression des carrières professionnelles des femmes, c'est malheureusement aujourd'hui la parentalité, ce qui conduit un certain nombre de femmes à renoncer ou à reporter leurs projets parentaux de peur justement d'être freinées dans leur carrière professionnelle. Nous devons évidemment redoubler d'efforts pour éliminer les violences sexistes et sexuelles qui persistent dans le monde professionnel parce qu'elles existent dans toutes les sphères de notre société. Aucune structure, aucune citoyenne, aucun citoyen ne doit plus jamais tolérer la loi du silence. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est l'affaire de toutes et tous. Au sein de la région Île-de-France, je le salue, nous avons des formations obligatoires sur la question de l'égalité et de la lutte contre les violences. Sinon, nous sommes sanctionnés sur nos indemnités régionales et je crois que c'est une très bonne chose, évidemment, de le faire et peut-être que cette pénalité incite les uns et les autres à exercer ce droit à la formation. Mesdames et messieurs, nous avons, je pense, trop longtemps cru que l'égalité suivrait naturellement le cours du temps. Peut-être une forme de naïveté générationnelle, où on s'est dit qu'en passant, en basculant à une nouvelle génération, cela allait de soi. Ça n'est malheureusement pas ce que nous constatons, vous l'avez redit juste avant, parce que l'égalité, elle n'est jamais donnée, elle est toujours conquise, et qu'elle demande beaucoup de volonté, de courage, et donc des choix dans les politiques publiques que nous menons. Et le contenu même de cette étude en est la preuve. Les régions ont le pouvoir d'accélérer, d'amplifier cette dynamique et de garantir qu'elle existe dans tous les territoires de notre pays. Elles doivent donc être des employeurs exemplaires et des actrices du changement parce que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes exige la mobilisation de toutes les forces de notre société. L'État et les collectivités locales, les entreprises et les associations, mais aussi les citoyens qui doivent évidemment se mobiliser. Car au-delà des lois, au-delà des politiques publiques que nous pouvons porter et porter ensemble, ce sont nos actions, nos choix, nos initiatives individuelles aussi qui feront évidemment la différence. Parce qu'en tant que citoyens, nous avons tous une responsabilité, faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité tangible, incontestable et que nous espérons surtout être
irréversible dans notre pays, tant nous voyons aujourd'hui des forces réactionnaires, que ce soit ici des intégrismes religieux ou des forces réactionnaires plus politiques, qui se mettent en place et qui remettent en cause, une fois arrivés au pouvoir, immédiatement la question de l'égalité, de la visibilité des femmes dans l'espace public, leur accès à la parole, leur accès à l'éducation, leur accès aux opportunités, évidemment, et donc leur émancipation et leur liberté. Nous avons, nous, je crois, grâce à ce triptyque qui a été dessiné, État, collectivités, entreprises, en y ajoutant sans doute les associations et la société civile, la capacité d'espérer que les progrès que nous avons accomplis puissent être rendus irréversibles parce que nous aurons changé la culture de notre société et que cette culture changée permettra d'être le meilleur rempart face à des tentations qui pourraient un jour exister. Donc merci à vous pour cette mobilisation. Merci d'avoir permis que ce colloque existe. Je crois qu'il est en plus assez suivi, après ce qui m'a été dit en ligne ce matin, au-delà de votre présence dans cette salle. Et merci surtout d'être ces acteurs du changement au sein de vos collectivités en tant qu'employeurs et aussi en tant que moteur de l'attractivité et de la formation, évidemment, dans notre pays. Merci à tous.